Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal, le sommaire. Enseignement supérieur, les soutenances de fin de cycle ont démarré ce jeudi à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. En licence comme en master, les premiers impétrants ont présenté les résultats de leurs travaux de recherche devant les jurys. Retour sur cette première journée dans ce journal. Conflit entre les États-Unis et l'Iran face à l'escalade des tensions, l'analyste politique Agapit Napoléon Maforican appelle à privilégier le dialogue et la diplomatie pour parvenir à une sortie durable de crise. On le suit dans cette édition. Au Palais des gouverneurs à Porto Novo, les députés béninois ont procédé à l'affectation de 25 dossiers aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Ces textes seront désormais étudiés avant leur examen en plénière. Nous en parlerons également dans cette édition. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Ce jeudi 18 juin, la première vague d'impétrants a planché devant les différents jurys. Dans les différentes filières, en licence comme en master, les étudiants ont présenté ce jour les résultats de leurs différentes recherches. Le point avec Elisabeth Iladja, Francis Farami. Le ballet des soutenances a démarré ce 18 juin à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Des étudiants dans de nombreuses filières telles que l'administration générale, la gestion des marchés publics et le journalisme planchent aujourd'hui devant jury après 3 ans pour certains et 2 ans d'études pour d'autres. La grande partie des réserves pétrolières se trouve au sud, notamment à la frontière, dans la région d'Abidjan. Quelques minutes d'exposé, suivies d'une série de questions. Un exercice exigeant que les impétrants disent avoir abordé avec sérénité malgré le stress. Ils nous racontent leur expérience. Là, je suis extrêmement stressée, mais quand même, je suis heureuse parce que voilà, on a pu quand même bien soutenir et tout s'est bien passé.
voilà, on ne pourra que rendre grâce. 15 sur 20. On verra bien pour la suite. On verra bien. La soutenance s'est passée comme vous l'avez vu, mais c'est bien passé à mon niveau. Je rends grâce à Dieu pour les débats qui ont eu lieu et pour les observations, les remarques. J'en sors avec la note de 15, donc soit une mention bien. Pour certains, cette soutenance constitue non seulement une consécration, mais leur permet également de se lancer dans de nouvelles aventures universitaires. Après la licence, je prévois poursuivre avec un master en communication et aussi combiner cela avec la création de contenu que je fais déjà et postuler aussi pour faire des stages et aussi travailler. Ce n'est pas encore le bout du tunnel. Tant que Dieu nous a donné la vie, nous allons continuer les efforts. Pourquoi pas aller jusqu'au doctorat? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si je vais continuer avec le master ou directement le travail. Mais... Les impétrants reviennent sur le cadre d'encadrement qu'est l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'enseignement ESAE, c'est rigoureux et j'ai aussi fait de belles rencontres en étant étudiante à ESAE. Donc, je retiens du bon, du positif. Le cadre, c'était bien, c'était accueillant, c'était bien dans l'ensemble. C'était très accueillant, c'était très agréable. Pour ces futurs diplômés, cette soutenance marque la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle aventure. Il faut le notifier, la première vague de soutenance à l'ESAE prend fin le samedi prochain. Suivez à présent les réactions des impétrants après avoir planché. Ils s'expriment sur l'importance de leur thème de recherche, les années passées à l'ESAE ainsi que les projets après l'obtention de leur diplôme. Ils sont toujours au micro de nos reporters. Le thème que nous avons choisi, c'est la gestion des approvisionnements des matières premières dans le secteur pharmaceutique en République du Bénin. Ici, c'est le mémoire de soutenance du master professionnel qui est spécialisé dans la supply chain des approvisionnements. Donc aujourd'hui, je vais définir la soutenance en gestion de la supply chain d'approvisionnement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la logistique et quand on parle de la logistique, c'est tout ce que nous faisons, que les produits quittent d'un point A pour le point B, tous les efforts que nous faisons derrière. Donc, la journée d'aujourd'hui est consacrée à la présentation de notre mémoire de soutenance du master professionnel dans la supply chain management. J'ai soutenu en journalisme, option presse écrite. Le thème de ma soutenance est l'influence de la doctrine sociale de l'Église sur le traitement de l'actualité socio-politique. Donc, le cas des éditoriaux du journal La Croix du Bénin de 1985 à 2025. Mais c'est bien passé à mon niveau. Je rends grâce à Dieu pour les débats qui ont eu lieu et pour les observations, les remarques. J'en sors avec la note de 15, donc soit une mention bien. Le thème, c'était la presse écrite béninoise à l'épreuve des réseaux sociaux, impact, enjeux, impact et mécanismes d'adaptation. Et cas de l'informateur et l'autre quotidien. La soutenance, ça s'est bien passé, c'était pas mal. C'était bien. Mon thème s'est articulé autour d'une problématique qui est centrale pour le journalisme béninois contemporain. Il s'agit de la place des réseaux sociaux dans la stratégie de diffusion d'un journal de presse écrite sans structuration adaptée du numérique. Cette problématique centrale nous a amené à poser la question de savoir dans quelle mesure l'utilisation de Facebook et de WhatsApp sans community manager dédié influence-t-elle l'efficacité de diffusion de l'information au quotidien de l'informateur. Nous avons proposé une réflexion autour de cette immersion qui est devenue impérative aujourd'hui pour les médias béninois, puisque nous savons que pour la presse écrite, la vente physique est en chute libre et il faut une immersion, il faut une reconversion de l'audience qui est désormais sur les plateformes numériques. Et donc, j'ai proposé que WhatsApp et Facebook, qui sont les plateformes sur lesquelles le journal L'Informateur se positionne, puissent être redynamisés, qu'on puisse recruter un community manager, qu'on puisse adapter la ligne éditoriale, qu'on puisse revoir le format de diffusion de ces contenus sur les réseaux sociaux,
afin non seulement d'être présent sur le numérique, mais de donner plus de visibilité, plus d'élargissement à l'audience du journal, puisque le journal L'Informateur a déjà une expérience, a déjà une notoriété. Il faut maintenant renforcer cette notoriété en s'adaptant aujourd'hui à l'impératif du numérique qui sont les réseaux sociaux. J'ai soutenu sur le thème transition numérique, durabilité médiatique et qualité de l'information audiovisuelle au Bénin, une étude de cas des pratiques journalistiques à Eusae TV. Et ma soutenance s'est bien déroulée. C'est vrai qu'il y a eu quelques corrections que je dois apporter à mon document, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. La soutenance s'est déroulée comme cela se devrait. Vous savez que le jury, normalement, doit évaluer le travail qui est fait, et c'est ce qui a été fait. Ils ont détecté un certain nombre de faits, d'erreurs, d'incohérences que, en tant qu'impétrant, j'ai pris en compte et que je dois améliorer dans mes prochaines recherches. Mais à l'arrivée, ils m'ont auréolé de 16 sur 20 avec mention très bien. Et cela dit, mon travail a été accepté et c'est une joie indicible, incommensurable pour moi de savoir que à la fin d'un cycle comme celui-là, j'ai été quand même heureux de voir que mon travail a été accepté. L'enseignement Eusae, c'est rigoureux. Et c'est rigoureux. Je dois dire c'est rigoureux. Et j'ai aussi fait de belles rencontres en étant étudiante à Eusae. Donc, je retiens du bon, du positif. Le cadre, c'était bien, c'était accueillant, c'était bien dans l'ensemble. C'était très accueillant, c'était très agréable. Le cadre, je pense qu'il est acceptable. Les enseignants sont de qualité. Il faudra peut-être revoir, parce que rien n'est parfait dans le monde. Donc il faudra peut-être revoir un peu l'organisation de certaines choses, et faire en sorte que voilà, les choses se déroulent à bonne heure, très souvent, et voilà, bien organiser ce qu'on a fait. Après la licence, je prévois poursuivre avec un master en communication et aussi combiner cela avec la création de contenu que je fais déjà. Et postuler aussi pour faire des stages et aussi travailler. Bien sûr, ce n'est pas encore le bout du tunnel. Tant que Dieu nous a donné la vie, nous allons continuer les efforts. Pourquoi pas aller jusqu'au doctorat? Toujours dans le même registre, les soutenances en année de licence, de master à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont débuté ce jeudi 18 juin 2026. À la fin des délibérations, des parents et amis d'impétrants ont salué le travail et le parcours des nouveaux diplômés. Le compte rendu dans cet élément signé Achille Huenou, Morissette Semassouci. Ils sont nombreux, ces étudiants en année de licence et de master, à soutenir leur mémoire ce jeudi dans les locaux de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toutes filières confondues, ils ont été jaugés sur la qualité de leurs travaux de recherche, la prestation et le savoir acquis durant 3 ans d'études. Occasion pour des parents de saluer le parcours et la bravoure de leurs enfants. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'arriver, n'est-ce pas, à ce jour. Je voudrais prouver ma reconnaissance, n'est-ce pas, aux corps enseignants qui ont beaucoup travaillé et aussi et finalement à ma fille qui, des années durant, n'est-ce pas, elle a pris tout le temps pour étudier et je me rappelle qu'il y a des nuits où elle passait des nuits blanches. Et vous voyez qu'après tout ça là, après tous ces efforts-là, quand vous voyez aujourd'hui votre fille soutenue et de surcroît avec une note appréciable, je crois que c'est un peu comme une délivrance. Vraiment, elle s'est vraiment battue en tout parce que d'abord, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et chez vous aussi, à Eusae, il y a la rigueur, la pression. Vraiment, il y a tout. Même à notre niveau à la maison, quand elle n'aime même pas accuser de retard. Donc, il y a la pression ici, ce qui nous a aidés, nous aussi, parce que compte tenu de vos pressions d'ici, ça a fait que si
elle veut accuser de retard à la maison, elle est obligée de mettre la pression sur nous ses parents d'abord. Vraiment pour que... Mais ça nous a réjoui, il n'y a pas de problème, ça s'est bien passé, elle a étudié. Et côté éducation aussi, vraiment ça va. Pour la validation et l'appréciation du thème de mémoire, l'authenticité et l'originalité sont des qualités recommandées. Des amis et confrères, des nouveaux impétrants se réjouissent du travail proposé. Belle prestation, d'ailleurs, les membres du jury l'ont reconnu, qu'il s'est bien défendu, le sujet est pertinent, l'élaboration aussi, le développement aussi, la présentation surtout. Ils ont salué son éloquence, bon, nous on le savait déjà. Donc le sujet apporte un plus en réalité, non seulement à l'Église, mais également dans notre contexte social et politique, parce qu'il a abordé l'influence de la doctrine sociale de l'Église dans les éditoriaux. Donc c'est de voir si l'Église est vraiment impartiale, objectif dans le traitement de l'information au journal La Croix du Bénin. Et je crois que les jurys ont apprécié vraiment ce qu'il a fait, comme rapport pour montrer qu'en fait, quand on parle de doctrine sociale de l'Église, quand on parle de l'objectivité journalistique, c'est en fait la même chose, c'est le même combat pour la vérité, pour le service du public. Elle m'a fait voir son thème qui allait vraiment dans le sens de la digitalisation. Je suis entrepreneur, je suis dans le domaine de l'informatique, la digitalisation, tout ça. J'ai trouvé que c'était un thème plutôt vraiment intéressant, donc je suis venu pour voir comment est-ce qu'elle allait défendre ce thème. Elle pouvait faire le mieux. Mais c'était quand même très intéressant pour des jeunes entrepreneurs, pour pouvoir comprendre à peu près les nouvelles lois et démarches qui sont prises concernant le paiement des impôts, la fiscalité et tout ce qui va avec. Je la vois vraiment quelque part de très haut, et elle a une vision. Bon, ce n'est pas moi qui vais donner sa vision, mais quand même, elle m'a fait partager de sa vision et puis c'est quand même quelque chose de très grand. Des parents ont profité du moment pour louer la qualité de la formation donnée à Esaü. Je vais dire, pour ne pas aller trop loin, que en tout cas, Esaü fait partie des meilleurs. C'est-à-dire pour être quand même modeste, quoi. Je vais dire que Esaü fait partie des meilleurs. Parce que, de par le passé, j'ai connu des proches parents, j'ai connu des amis dont les enfants aujourd'hui sont par exemple dans l'administration, soit publique ou bien privée, et ces enfants-là ont passé par Esaü. Ça m'a encouragé. Bon, avant ça aussi, il faut reconnaître que c'est elle-même qui a fait ses recherches et qui m'a dit que Esaü, c'est bon. Moi-même, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé que ce n'était pas mauvais. On remercie les autorités, les enseignants et vos règles, je vais dire les règles ou je ne sais pas, de l'Esaü et puis le reste. On se remercie nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on se félicite aussi parce que c'est partagé. C'est partager l'éducation, le rendement, c'est entre l'université et nous, la famille. Donc on ne peut que vous dire merci. Désormais, sur le marché de l'emploi, ces diplômés seront toutefois dans quelques mois confrontés aux épreuves écrites de l'examen national afin d'obtenir leur diplôme. Après le verdict du jury, place aux réactions. Parents et proches d'impétrants livrent leurs impressions au micro de nos reporters. Un grand soulagement parce que ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. L'université lui a donné le bagage, lui a permis de monter sur le terrain qui est le port. Et elle connaît, elle a eu le savoir, elle connaît ce que c'est que l'accostage, l'appareillage et le cercle de choses là. Comme il y a beaucoup de navires qui sont là parfois, la congestion. Et il y a aussi le staff qui s'est mis en place, qui a vraiment fait preuve de choses là. Ils ont analysé et parvenu. Je suis content. C'est vraiment une grande joie pour moi aujourd'hui d'être ici à sa soutenance. Aujourd'hui, c'est un gros jour pour moi. Il y a eu assez de critiques sur le travail qu'elle a eu à faire. Donc on voit que le travail n'a pas été bien fait en quelque sorte. Bon, mais elle a eu au moins une mention assez bien, donc acceptable par les jurys. Ce qui est sûr, la soutenance ne valide pas forcément directement le document, mais il
il faudrait qu'elle corrige ce qu'elle a eu, le travail qu'elle a eu à faire avant de pouvoir soumettre maintenant à son école. C'est une fierté. On dit maman, avec moi ma vieillesse, elle est encore en train de foncer. C'est une très grande fierté. Actuellement, j'ai un sentiment de fierté. Et puis je profite de Ben pour encourager les jeunes frères à continuer dans cette lancée-là. Parce que le Bénin de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Si on n'a pas de jeunes bien formés, ça serait un peu difficile d'avoir des gens demain capables d'assurer la relève. Donc c'est important qu'on puisse se faire former et puis avoir de bons résultats à la fin de la formation. Ça signifie de très belles perspectives pour l'avenir, un boulot plus stable, assuré, et d'autres couvertures quand même. Autre information à présent, à Parakou, le tout premier bilan pour l'exécutif communal. Le maire Zulkifli Zakari a soumis ses 100 premiers jours de gestion à l'appréciation des élus de la société civile et des partenaires. Une séance de redevabilité qui a également permis aux acteurs locaux de formuler des recommandations pour la suite du mandat. Le point avec Mouidine Lawani, Elvic Mbeto. 100 jours après son installation à la tête de la commune de Parakou, le maire Zulkifli Zakari a présenté les premiers résultats de son action. L'exercice s'est déroulé ce mercredi à la salle de conférence de l'hôtel de ville en présence des conseillers communaux, des représentants de la société civile, de partenaires techniques et de plusieurs acteurs de développement local. Les 100 premiers jours permettent de poser les bases de l'action publique, de définir les priorités, d'installer les mécanismes de gouvernance et de donner une orientation claire aux engagements pris envers les citoyens. Pour le directeur exécutif de l'ADECOB présent, ce rendez-vous s'inscrit dans une dynamique de gouvernance ouverte. Pour aller très loin, il faut savoir les besoins de la population, il faut savoir les priorités. Ces priorités existent en partie, je peux dire, dans le plan de développement communal 4e génération dont dispose la mairie de Parakou. Face aux participants, le maire Zulkifli Zakari est revenu sur les principales actions engagées depuis son entrée en fonction. L'autorité communale a également exposé les priorités qui guideront l'action municipale au cours des prochains mois avec l'ambition d'accélérer le développement de la cité d'Ekobourou. Nous poursuivrons l'aménagement des bas-fonds, nous renforcerons le maillage urbain par la réalisation d'infrastructures routières de qualité, notamment à travers le développement des réseaux de voiries primaires, secondaires et de dessertes. Nous engagerons également la construction de la maison de la culture de Parakou, l'édification d'un nouvel hôtel de ville, la création d'une zone économique ainsi que l'aménagement d'un nouveau cimetière de 25 hectares doté d'infrastructures connexes. Par ailleurs, nous renforcerons l'éclairage public, construirons des nouvelles salles de classe, équiperons les centres de santé et poursuivrons le développement des sites maraîchers. À l'issue de cette présentation, les participants ont poursuivi les échanges en atelier. Ces travaux ont permis d'évaluer les acquis des 100 premiers jours, de relever les difficultés rencontrées sur le terrain et de proposer des pistes d'amélioration pour une gestion communale plus efficace et plus proche des attentes. Je voudrais féliciter le maire pour ce qu'il accomplit déjà pour ces 100 jours. Et on voit tout ce qu'il fait dans la ville. C'est vraiment énorme et je pense qu'avec lui, la ville va changer. C'est un devoir pour nous, n'est-ce pas, jeunes, d'accompagner cette dynamique parce que c'est la jeunesse tout entière qui est mise à l'épreuve, qui a reçu ce défi-là et qui doit donc relever le défi, le challenge de pouvoir faire de Parakou un pôle d'attraction, un pôle quand même de développement envié et enviable par toutes les autres communes du pays. Les conclusions de ces échanges serviront de base pour ajuster certaines priorités de l'exécutif communal. Une démarche qui traduit la volonté de la municipalité de faire de la concertation un outil d'amélioration continue de son action au service des habitants de Parakou. Les
Les députés béninois ont entamé l'examen d'une nouvelle vague de dossiers législatifs. Réunis en séance plénière au Palais des gouverneurs à Porto Novo ce mercredi 17 juin 2026, ils ont assisté à l'affectation de 25 dossiers aux différentes commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Cette étape ouvre la voie à l'étude approfondie de plusieurs textes avant leur éventuel passage en séance plénière. Les détails dans cet élément. À l'ordre du jour de notre séance, l'affectation des dossiers aux commissions permanentes. Tous les projets de loi non examinés à la fin d'un mandat présidentiel sont renvoyés à l'exécutif dans les 3 mois de l'entrée en fonction du président de la République élu. Ils peuvent être réintroduits à tout moment en l'état ou après avoir été modifiés. C'est ce que dispose l'article 76.3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La plénière de ce mercredi 17 juin 2026 traduit dans les actes cette disposition. Le président de la République a décidé de maintenir les projets de l'ancien régime encore à l'Assemblée nationale. Président de la République du Bénin, Cotonou le 29 mai 2026. À Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porto Novo. Objet, maintien de la procédure législative. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous confirmer le maintien de la procédure législative relative au projet de loi et accord de financement transmis à l'Assemblée nationale du Bénin, dont la liste est ci-jointe. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Signé Romuald Wadaï. La liste jointe comporte une trentaine de projets dont une demande de seconde délibération, celle de la loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Une demande sur laquelle l'Assemblée nationale devra se pencher en procédure d'urgence. Sur l'urgence de l'examen de la demande de deuxième délibération sollicitée par le président de la République en ce qui concerne la loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Le texte dispose en effet que si l'Assemblée nationale est en session, la deuxième délibération demandée par le chef de l'État a lieu suivant la procédure d'urgence. Et si l'Assemblée nationale est en fin de session, elle a lieu d'office lors de la session suivante. La plénière n'avait pas que les dossiers de l'ancien régime maintenus par le président de la République à affecter aux commissions permanentes. 4 nouvelles initiatives législatives sont déposées. Le décret numéro 2026-349 du 3 juin 2026 portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances rectificatives pour la gestion 2026. Nous affectons ce dossier au fond à la commission C2 et aux commissions C1, C3, C4 et C5 pour avis. Le décret 2026-356 du 3 juin 2026 portant transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029. Commission C2 au fond et aux commissions C1, C3, C4, C5 pour avis. La proposition de loi portant modification de la loi numéro 2009-22 du 31 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République. Commission C1 au fond. La proposition de loi portant modification de la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social telle que modifiée par la loi numéro 2026-04 du 16 mars 2026. Commission C1 au fond et commission C4 pour avis. L'examen du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026 est demandé en procédure d'urgence, tout comme l'examen de la proposition de loi portant modification de la loi numéro 2009-22 du 31 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République. Leur examen est déjà programmé pour une prochaine plénière, projetée pour ce vendredi.
Autre information à nouveau, à l'ouverture du sommet du G7 à Evian, l'analyse politique d'experts comme Agapit Napoléon Maforican met en avant le fait que la diplomatie et le dialogue constituent la seule issue fiable pour désamorcer durablement la guerre de 2026 entre les États-Unis et l'Iran. Au micro de Quentin Amoussou et de Francis Farami, suivons ensemble. J'estime que la diplomatie peut se poursuivre. Autant les actions terroristes de l'Iran vers Israël et autres, je ne veux pas approuver non plus. Mais il faut trouver. Parce que, qu'est-ce qui amène l'escalade? La peur, l'envie de régner seul, la communication, la mauvaise communication. Donc, aujourd'hui, c'est de souffle le monde. L'instrument est là, mais il ne sert pas grand-chose en la matière, dans la résolution des conflits, dans la gestion des crises. Et donc, oui, on a vu trop avec Kim Jong-un. Donc, l'Iran n'est pas pire que Kim Jong-un. Donc, je pense que s'il peut en arriver à maintenir le dialogue, et tant mieux. Donc, il faut que le monde s'apaise effectivement. Et je pense que les conseils du Trump, il faut qu'ils le conseillent suffisamment. Et que l'Europe apporte du sien pour que on réduise les disparités dans la compréhension. On ne peut jamais penser les mêmes choses, faire les mêmes choses. Il faut un sens aigu d'abnégation pour tolérer à l'autre ce qu'on ne veut pas. Coup de répression, d'infractions économiques et de terrorisme, Candide Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, a comparu ce jeudi 18 juin 2026 devant la commission d'instruction de la Criette à Cotonou. Poursuivi pour provocation à la rébellion et complot contre la sûreté de l'État, l'opposant a été entendu pour la première fois sur le fond du dossier lié à la présumée tentative du coup d'État du 7 décembre 2025. Placé en détention provisoire depuis le 20 décembre 2025, l'ancien ministre était accompagné de son avocat lors de cette audition. D'autres personnes, dont Alassane Tigri et Soumaïla Souno Bokeh, sont également poursuivies dans cette affaire. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé sans vie le mardi 16 juin 2026 sur le domaine de l'Institut international d'agriculture tropicale à Abomey-Calavi. Habitué des lieux, il s'y rendait régulièrement pour couper des herbes destinées à nourrir ses chèvres. Selon des témoins, il venait d'achever la collecte lorsqu'il s'est brusquement effondré alors qu'il quittait le site. Alertée, la police républicaine s'est rendue sur les lieux pour les constatations d'usage. Les circonstances exactes du décès restent pour l'instant inconnues. On parle à présent de sujets de société. Les disputes parentales fréquentes ou violentes sont très préjudiciables aux enfants, provoquant stress, peur et insécurité. Cependant, l'on se demande si un enfant a-t-il le droit d'intervenir dans ce genre de situation pour apaiser les tensions. Une interrogation à laquelle répondent quelques citoyens de la ville de Cotonou. Ils sont au micro de Komla Quentin Amoussou, Diane Kouagou. La règle culturelle nous dit l'enfant a le devoir de se taire et après il parle. Nous sommes au Bénin. Comme on dit, il y a l'adage en fond qui dit était convidé. L'enfant doit avoir au moins 18 ans avant d'intervenir dans les problèmes politiques, dans les problèmes de division de son père et de sa mère. Et ça dépend aussi de comment l'enfant à la base a été éduqué par son père et sa mère jusqu'à 18 ans. Si maman a chargé la négativité du papa à l'enfant va garder l'image d'un père qui est mauvais. Si on entend aussi papa charger l'enfant de mauvaise mère, l'enfant va garder ça en souvenir, ce que nous ne souhaitons pas. Et c'est ce qui se passe dans les couples. Il faut que l'enfant apporte la cohésion et l'amour. Accompagne la famille à s'aimer dans ses propos. Que l'enfant accompagne la famille à s'aimer dans ses propos. Mais quand il y a de partis pris, parfois le foyer se disloque.
Parce que le papa peut dire, bon, prends ton enfant, vas-y. Suis ta maman, vas-y. Est-ce que vous voyez? De l'autre côté, la maman aussi peut dire, ah, c'est ton père que tu as supporté. Si c'est ça, suis-le, moi je m'en vais. Est-ce que vous voyez? L'enfant peut intervenir dans une cohésion et une union, sans parti pris. Parfois, mes enfants interviennent par quelle manière. Donc, après, ils m'appellent. Le garçon m'appelle et dit que non, papa, là, ce que tu dis, c'est pas bien. Même l'aîné, la fille aussi m'appelle et dit, papa, fais ci, fais ça, c'est pas bien. Donc, c'est comme ça, ils interviennent. Ils n'interviennent pas au même moment où je suis en train de discuter avec le maman, ou bien après, il peut me calmer. Papa, laisse, papa, ça va. Le 4 juin est la journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Instaurée par l'ONU, cette journée vise à sensibiliser le public aux souffrances physiques, mentales et émotionnelles endurées par les enfants à travers le monde et à réaffirmer l'engagement de la communauté internationale à protéger leurs droits. À la question de savoir si le devoir parental et les prérogatives qui sont attribuées aux parents ont toujours du poids vu les différentes lois qui protègent les enfants dans le monde entier et principalement au Bénin. Pour répondre à cette préoccupation, des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont donné leur avis. Ils sont au micro de Achille Fouenou, Elisabeth Iladja, Morissette Semasoussi. Il y a beaucoup de lois qui protègent effectivement les enfants. Mais il y a ces lois-là qui ne protègent pas ces enfants dont vous parlez, les enfants victimes de certaines exagérations. Comme un parent qui, pour la bonne marche peut-être de son enfant, pour peut-être corriger un enfant, à cause d'une leçon qui n'est pas apprise, qu'un père a tapé sa fille jusqu'à tuer. Ce n'est pas une violence, ça? Quand le père exige aujourd'hui, en 2026, au 21e siècle, à son enfant, voilà comment tu dois te comporter, voilà. Ça là, il viole la loi qui dit l'intégrité de l'enfant, la personnalité de cet enfant qui est devant lui. Il le viole. Il le viole dans le cas où il devait dire à cet enfant, voilà, comment il faut être ça. Mais les mesures que nous voyons aujourd'hui, que les parents s'adonnent, elle est une violence. Nous sommes à l'ère où, même si nous parlons de la liberté, on ne dit pas de la liberté à outrance. Et on ne dit pas aux parents de ne pas éduquer les enfants parce qu'il faut. Mais il faut éduquer en tenant compte du moment. En dehors du cadre de vie de la maison, l'enfant vit quelque chose au dehors. Je ne suis pas sûr que le papa ou la maman connaît dans quel cadre cet enfant-là se trouve. Il y a monsieur, enfant, tout le monde qui se trouve dans son cadre. Et l'enfant lit et il vit certaines choses. Pourquoi c'est à la maison qu'on vient restituer, on dit restitution, tu dois pas. J'appelle ça une violence. Et c'est des violences qu'il faut chercher à bannir. Je répète, il y a beaucoup de lois qui protègent les enfants. Mais les enfants victimes dont vous dites là, je ne vois pas encore une loi qui est vraiment faite spécialement pour eux. Je sais qu'il y a des lois qui punissent ça. Mais après, on peut répertorier de ces genres de violences que font certains parents. Et les parents le font dans l'ignorance. En croyant que c'est de cette manière-là qu'on peut corriger l'enfant. Personnellement, je n'ai pas fait le nouveau programme. Moi, j'ai fait l'ancien programme. Donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, moi, je fais mon analyse personnellement. Je vois qu'il y a une grande différence. On parle de droits d'enfant. Et puis bon, ça donne l'autorisation des enfants de faire de n'importe quoi. On peut protéger les enfants, on peut les éduquer, mais
il y a certains points, il ne faut pas baisser la gamme, il ne faut pas baisser les bras. Un enfant a le droit d'être éduqué par ses parents, d'une manière ou d'une autre. Ses parents ont le droit sur elle à l'éduquer, mais ce n'est pas forcément la violence. Parce que fois dernière, il y a un drame qui s'est passé. Vous êtes au courant. À cause de, je ne sais pas si c'est l'éducation, la manière qu'elle a répondu à son papa, tout ça, là, bon, ça a causé, on a perdu une fille comme ça. Mais nous devons faire pour pouvoir avoir une éducation à ce point. Et les parents aussi devaient prendre le sang-froid pour pouvoir aller et conduire les enfants jusqu'à aller au bout du tunnel. Le châtiment corporel existait pourtant. Il y avait des manières. Il y avait des manières où le bâton ne sortait pas. Lorsque on reprend par exemple ce qui peut pousser à taper un enfant à l'école, il n'a pas récité sa leçon. Il est en train de faire de la pagaille en classe. Je crois lorsque vous prenez par exemple les punitions qu'on nous donnait par exemple, lorsque tu n'as pas récité une leçon de demi-page, qu'on te dit de copier 200 fois, si c'est le lundi que tu n'as pas récité la leçon, on te dit le mardi à 15 h, tu dois déposer la punition de la leçon copiée 200 fois. L'éducation des enfants, c'est quoi? Si tes enfants sont tes amis, ils sont éduqués. Il faut que les parents soient amis de leurs enfants. Il faut être ami de tes enfants. Si tu es ami de tes enfants, ils doivent savoir que dans la vie, là, il y a ça qu'on ne fait pas, il y a ça qu'on... Un enfant de 10 ans déjà peut raisonner parmi des gens de 18 ans et ils vont dire non, mais c'est pas possible. Toi, tu es d'où? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Voilà, c'est une question, le truc est relancé dans le camp de nous parents d'enfants. Et je crois que nous avons du boulot à faire. Le bâton n'éduque pas. Hein. Parce que si l'enfant s'habitue au bâton, il devient plus dangereux. Il va dire, c'est quoi? Papa va me taper seulement. Vous savez, il y a des enfants, tu vas leur parler et ils vont vite comprendre. Mais il y a des enfants, ils sont têtus jusqu'à un niveau donné. Il leur faut nécessairement le châtiment corporel. Bon, si aujourd'hui le gouvernement refuse des châtiments corporels, ce n'est pas totalement. Parce que j'ai suivi quelque chose sur le TikTok, le mois passé, il avait dit, quand un parent est en train de taper son enfant jusqu'à ce que l'enfant est décédé, ça, ce n'est pas une chose. Même si tu vas appliquer un châtiment corporel à ton enfant, tu ne dois pas exagérer. Il y a certains parents qui exagèrent. Donc, c'est de ça que le gouvernement peut refuser ça là. Donc, chez nous, surtout chez nous ici, au Bénin, il faut nécessairement le châtiment corporel. Bon, il y a les enfants, tu vas leur parler, ils vont vite comprendre. Ceux-là n'ont pas besoin de châtiment corporel. Mais il y a des enfants, il faut nécessairement de châtiment corporel avant qu'ils ne comprennent ce que tu dis. Donc, si le gouvernement refuse, d'une part, le gouvernement a raison, et d'une part aussi, on va un peu les condamner là où les parents tapent les enfants jusqu'à la mort. Et il y a d'autres parents, s'ils sont en train de taper leurs enfants, le voisin n'a pas le droit de venir intervenir. Même sa femme ou bien le mari n'a pas le droit d'intervenir. Ça là, c'est très très mauvais. Je pense que c'est à cause de ça là que le gouvernement est en train de refuser des châtiments corporels. Hors de nos frontières, de violents tirs à l'arme lourde ont été entendus dès l'aube ce jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Amani de Niamey au Niger. Selon la presse locale, des assaillants ont réussi à pénétrer dans la zone aéroportuaire, provoquant une intervention des forces de défense et de sécurité nigériennes placées en état d'alerte maximale. L'identité des auteurs de l'attaque n'était pas encore connue dans la Martinique. Cet incident survient plusieurs mois après une précédente attaque contre le même site revendiquée en janvier 2026 par le groupe État islamique. Dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin, l'Ukraine a mené une importante attaque de drones contre Moscou en Russie. Plusieurs projectiles ont notamment touché une raffinerie située dans le quartier de
Kabonia, au sud-est de la capitale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié cette opération de riposte justifiée aux frappes russes contre l'Ukraine. L'attaque a également perturbé le trafic aérien dans les principaux aéroports moscovites avant un retour progressif à la normale. De son côté, Vladimir Poutine accueillait au même moment des dirigeants asiatiques à Kazan pour un sommet Russie-ASEAN. Et puis, dernière information pour clôturer cette édition, on parle à présent sport. La première journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde s'est achevée au petit matin de ce jeudi 18 juin 2026. Pour les dernières rencontres, le Portugal a été tenu en échelle par la RDC, 1 but partout. L'Angleterre a battu la Croatie sur le score de 4-2. La surprise de la soirée est venue de la victoire du Ghana face au Panama, 1-0. Dernière rencontre, Ouzbékistan accourbe les Chines 1-3 face à la Colombie. Dans la soirée de ce jour, deuxième journée démarre avec les matchs Tchéquie, Afrique du Sud, Suisse, Bosnie et Canada, Qatar. Ainsi se clôture cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Esaü Télévision.